Et je laisse maintenant la parole donc au docteur Julia Amonet-Torny, qui est là, qui est aussi médecin de rééducation fonctionnelle dans le secteur de la pédiatrie et qui travaille à Couzex, entre autres choses peut-être au niveau de l'IEM. À vous la parole aussi. Oui, je travaille également au CHU de Limoges en secteur adulte et je suis effectivement plus spécialisée sur les relais enfants-adultes. Donc l'IEM de Couzex a la particularité d'accueillir des enfants à partir du collège, donc à partir de 11 ans. Voilà, donc merci de m'avoir demandé de faire cette intervention. Ça va permettre peut-être d'avoir une approche sur la prévention précoce, parce qu'on voit qu'effectivement, une fois que les comportements sont installés, c'est très compliqué d'y faire face. Alors bien sûr, c'est moi qui présente, mais cette présentation est le fruit d'un travail collectif, mené notamment autour de la situation que je vais vous présenter par la psychologue, une éducatrice coordinatrice, l'éducateur référent du jeune et notre assistante sociale. Donc, je voulais vous présenter une situation clinique de jeunes qu'on a réussi à amener vers le sevrage, donc bien sûr sur plusieurs années, donc c'est un petit peu long, mais j'aimerais ensuite amener quand même des réflexions et des propositions d'accompagnement. Donc je vais vous présenter l'histoire de Dylan, donc né en 1994 et qui présentait une paralysie cérébrale sur une grande prématurité, sur une grossesse gémellaire avec un décès de son jumeau à la naissance. Donc il avait présenté une période importante de réanimation néonatale pour des complications respiratoires, syndrome sévère des membranes hyalines. Et donc il présentait une diplégie spastique mais avec une bonne autonomie de marche, et une autre séquelle qui était respiratoire à type d'asthme sévère. Et tout cela dans un contexte socio-familial très difficile, avec un abandon du papa les premières années de vie, et ensuite un beau-père violent envers la maman et envers les enfants. Alors au niveau médico-social, j'ai mis parcours médical, mais c'est médico-social, il est suivi par un CAMS tout petit en région parisienne, puis à l'IEM de Valençay à partir de 2000. Et en 2007, comme c'est assez classique, il bénéficie d'une chirurgie multisite des membres inférieurs. Et c'est en post-opératoire que l'accueil à l'IEM de Couzex est réalisé. Donc comment est-ce qu'il évolue après son admission ? Sur le plan médical, neuro-orthopédique, l'évolution est tout à fait favorable. Il obtient d'excellents résultats à la chirurgie multisite, notamment sur les capacités de marche. Une petite spasticité qui réapparaît au niveau des membres inférieurs, mais sans être gênante. Au niveau psychologique, donc il entre pour sa scolarité de collège et finalement ça se passe plutôt bien. Il a un suivi ponctuel chaque année en vue de la préparation de son projet de soins. Il est quand même noté une habilité émotionnelle, bien sûr des carences affectives sur un environnement familial peu étayant, des difficultés à respecter le cadre et des colères fréquentes. En vue de son orientation, il est réalisé en 2008 un bilan psychométrique qui montre un niveau global moyen, une impulsivité, des difficultés de verbalisation et des capacités de conceptualisation un peu limites. Par contre, des bonnes capacités d'adaptation en pratique. Puis il avait aussi des troubles visio-spatiaux qui sont habituels dans la paralysie cérébrale. Sur le plan scolaire, donc, il mène sa scolarité de collège sans difficulté et on lui propose une orientation en lycée professionnel. Donc il passe une seconde tant bien que mal et finalement en première professionnelle, il arrive à ses limites en termes d'apprentissage et de fatigabilité et il se retrouve en échec. Donc rapidement, en cours d'année 2013, une réorientation lui est proposée vers un CAP. Toujours dans la vente, parce que c'était vraiment ce qui l'intéressait, ce qu'il a toujours tenu d'ailleurs ensuite, c'était vraiment son projet. Et donc sur le plan du comportement, il initie un tabagisme tranquillement au lycée, un demi-paquet par jour. Et puis, évidemment, c'est des choses qu'on a du mal à tracer, mais à peu près au même moment, il développe une addiction au cannabis que plus tard, il saura attribuer à un besoin d'apaisement et d'évasion de la réalité. Alors, parallèlement à ce parcours scolaire difficile, l'histoire familiale est également tendue. Donc, à la rentrée de septembre 2013, il se dit nerveux, préoccupé, en colère en raison de plein d'événements familiaux. Il a remarqué une aggravation de ses crises d'asthme pour lesquelles le médecin traitant a prescrit du Lexomil. Et rapidement, en mi-septembre, il présente une crise d'angoisse nécessitant l'intervention de SOS médecin qui prescrit un neuroleptique.
Et donc là, il est demandeur d'aide, donc il initie un suivi psychiatrique en interne. Et à l'initiative de son éducateur référent, un relais également au centre d'actidologie est initié dès le mois d'octobre 2013. Voilà, donc il y a plusieurs adaptations thérapeutiques, avec notamment l'introduction d'un antidépresseur, et on arrive à une petite amélioration temporaire, avec une amélioration du sommeil et un regain d'implication scolaire. Malheureusement, une nouvelle fois, après un retour en famille, des vacances de Noël compliquées, il revient très mal en janvier 2014 et ça le pousse à faire une tentative de suicide au Lexomil. Donc là, il y a bien sûr une hospitalisation en urgence et un sevrage qui va avoir lieu en hospitalisation avec une couverture neuroleptique. Alors, après cet épisode gravissime, il arrive à reprendre pied, à reprendre sa scolarité. Et finalement, il termine son année scolaire et obtient, donc à la session de rattrapage, son CAP vente. Parallèlement, pour maintenir sa motivation, on lui propose un apprentissage des actes complexes de la vie quotidienne dans les studios internes à l'IEM. Alors voilà, donc il a obtenu son CAP vente, il est content, et malheureusement il reste encore toute l'insertion socio-professionnelle à réaliser derrière, en sachant que son projet à lui, c'est vraiment s'insérer en milieu ordinaire. Donc on essaye de l'accompagner comme on peut, il n'y a pas eu de poursuite scolaire, de cursus envisageable étant donné son niveau. Donc il bénéficie d'un bilan de compétences, de stages professionnels en milieu ordinaire mais qui sont décevants. Et il poursuit son apprentissage d'autonomie, cette fois dans les appartements externalisés, donc en centre-ville de Limoges. Et il s'accroche aussi à un projet de conduite automobile sur simulateur de conduite. Alors tout ça a pour but de l'aider à avancer, mais finalement ça lui renvoie surtout la prise de conscience du handicap, de l'impact de son handicap sur son projet de vie adulte. Donc en avril 2015, on constate une recrudescence anxieuse, une rechute à nouveau de l'addiction au cannabis, avec un retentissement général, donc l'aggravation de son asthme, il est très essoufflé, il n'arrive plus à marcher, des troubles mnésiques, une apathie et un déni des troubles, et une rupture familiale. Donc rupture familiale survenue également pendant les vacances, où il était cette fois en manque de tabac, il exprime, il avait besoin de cigarettes, sa mère lui dit non, je ne te donne pas de cigarettes, et il a fait une très violente crise de colère à la maison, ce qui a fait peur à toute sa famille. Donc on s'est adapté à cette nouvelle situation. Sur le plan éducatif, on lui a proposé un retour à l'internat de façon à le sécuriser, à le contenir, à le rassurer. Une augmentation de son activité physique, parce qu'il avait des activités physiques qui lui tenaient à cœur, la musculation, le foot à 5 qui le valorisait. Au niveau médical, on a fait le bilan qui ne montrait pas de grosse aggravation. Et puis, il était toujours suivi en centre d'addictologie, donc on essaye de faire le lien un peu compliqué avec le centre d'addictologie. Sur le plan social, on lui propose une réorientation en ESAT, ce qu'il accepte assez péniblement. En revanche, il refuse une proposition de curatelle renforcée et il refuse également qu'on intervienne pour médiatiser ses relations familiales. Alors, ça ne va pas tout à fait en s'améliorant cette fois-ci. Il finit par arrêter de lui-même son antidépresseur. On essaye de lancer des perches au centre d'addictologie, mais il y a une différence d'évaluation. Dylan disant qu'il va très bien quand il rencontre l'infirmier psychiatrique. Et finalement, il repasse un été 2015 complètement chaotique. Le conflit familial s'aggrave à tel point que la mère ne veut plus le recevoir au domicile. Il a vécu dans un squat un peu tout l'été, il a perdu du poids, il est très ralenti, et il a en plus perdu tous ses documents administratifs, donc plus de carte d'identité, plus de carte vitale, etc. Donc là, quand il arrive, il dit vraiment « j'en peux plus, aidez-moi ». Donc on reprend le suivi psychologique en interne et on relance le service d'addictologie. Alors malgré les mobilisations des professionnels, Dylan est perdu de vue du service d'addictologie, mais on continue au niveau de l'IEM d'avancer ses projets. Donc on réadapte, parce qu'il n'a toujours pas abandonné cette idée d'insertion en milieu ordinaire, et donc cette fois on lui propose un stage à mi-temps dans la vente. Manque de chance, il est déconditionné, il se fait sur un effort de soulèvement, un gros traumatisme du genou droit. Voilà, donc c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que ça lui permet aussi de re-rentrer dans un circuit médical avec des injections de toxines, etc. Décembre 2015, il fait une intoxication aiguë au domicile, ce qui fait qu'il n'est pas du tout en état de rentrer à l'IEM quand le transport vient le chercher.
Donc en janvier, enfin, on arrive à caler une réunion avec le centre d'addictologie et les professionnels de l'IEM. Donc on y va en amenant Dylan avec nous dans la petite voiture cernée par tous les professionnels. Donc il est très heureux, très soulagé de cette mobilisation. Et on fait des constats communs. Donc tout d'abord que l'addiction, elle est effectivement majeure et qu'elle est aggravée par l'impulsivité. Qu'ensuite on peut essayer d'améliorer la réponse thérapeutique en introduisant un neuroleptique atypique. Qu'effectivement, il nécessite un suivi plus rapproché, donc ce que Dylan accepte. Alors bien sûr, tout ça, c'est avec son accord, on lui a donné un temps de réflexion. Et il est suivi désormais tous les 15 jours. Et donc, les addictologues nous confirment la nécessité de maintenir un cadre éducatif très contenant et de rappeler les règles chaque fois que nécessaire. Donc l'évolution est finalement progressivement favorable. Dylan est plus apaisé, moins impulsif. On constate une baisse de la consommation, une reprise du contact familial et il bénéficie d'une orientation en ESAT hors les murs avec des stages productifs. Donc il retourne en appartement extériorisé, il arrive à s'investir dans ses apprentissages et finalement, une fois sevré, il y arrive très rapidement. Alors, on répare aussi les lésions méniscales au niveau du genou, avec des suites simples et une bonne reprise de marche. Et finalement, en juin 2016, on arrive à l'installer de manière autonome en appartement, avec un emploi à l'ESAT hors les murs, un relais à la fois par le SAFAD de Limoges et par le centre addictologique, et il garde son projet de conduite automobile. Donc en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que ce jeune présentait un terrain fragile, à la fois physique, avec un asthme, un handicap moteur, quelques difficultés cognitives, mais pas tant que ça, et surtout un milieu socio-familial très défavorable. Qu'on a identifié 2 périodes de rupture coïncidant avec des difficultés familiales et une confrontation à l'échec en milieu ordinaire, scolaire puis professionnel. On a aussi malheureusement constaté à plusieurs reprises un retentissement général de l'addiction. Et on a réussi à l'amener vers un sevrage grâce à une collaboration pluridisciplinaire étroite et une approche vraiment globale. Et donc vous avez vu que ça a pris plusieurs années, donc c'est vraiment fondamental de maintenir le lien de confiance avec les professionnels pour permettre l'émergence d'une demande d'aide. Donc qu'est-ce que nous, on a développé en tout cas à l'IEM à la suite, parce qu'on a eu quelques autres situations comme ça, c'est tout d'abord travailler sur la prévention et l'identification des jeunes à risque. Donc on a vraiment, tout le monde a reconnu que notre public était très vulnérable par rapport aux conduites à risque et aux addictions. Bon, d'abord parce que c'est des ados, lambda, mais aussi parce qu'il y a le vécu du handicap. Il y a aussi des atteintes neurologiques spécifiques, on n'en a pas du tout parlé encore, mais il y a ces troubles de l'oralité, avec dans les syndromes frontaux, des exécutifs, il y a une hyperoralité, il y a des défauts d'inhibition, une impulsivité, tout ce qui est phénomène de dépendance à l'environnement, des comportements de préhension, d'agrippement, etc. Des difficultés d'expression aussi, une immaturité psycho-affective et des difficultés sociales. Alors paradoxalement, c'est aussi des jeunes qui peuvent être cibles parce qu'ils ont des ressources. À part quand la hache tombe, l'entourage peut s'en rendre compte et pas forcément de manière désintéressée. Ce qu'on propose aussi, c'est une prévention précoce au collège, car on se rend compte qu'à l'arrivée au lycée, les jeunes sont très exposés. Donc on avait proposé cette grille de façon à avoir une évaluation commune du risque, avec une première colonne identifiant les thématiques sources de conflit, la deuxième relevant des fragilités individuelles, ensuite des facteurs de risque de décompensation sur une situation donnée, et le cas échéant des conduites à risque déjà installées, en se mettant aussi bien d'accord sur qu'est-ce qu'une conduite à risque. Une conduite à risque, ça peut aller du mensonge à des provocations, à des fugues ou à un refus de soins aussi parfois. Alors on avait aussi proposé une aide à l'expression des émotions. Voilà, comment je me suis sentie aujourd'hui, fait à la fin de chaque journée, en essayant d'identifier avec le professionnel les éléments de satisfaction, les éléments de contrariété. Alors, on a mis en place aussi un programme d'éducation thérapeutique qui a été autorisé là récemment par l'ARS. L'originalité de ce programme, c'est que vraiment les supports sont adaptés à la situation de handicap des jeunes et les supports sont même élaborés par les jeunes eux-mêmes. Alors, sur des outils standards, les plaquettes par exemple, plaquettes papier, mais aussi des outils virtuels.
qui sont menées en atelier informatique. Donc, je vous ai mis l'adresse de notre blog. L'image que je vous ai mis à gauche, c'est par exemple une image animée. Donc, on peut cliquer en ligne et on a le déroulé des explications. Donc, bien sûr, il est important d'avoir un règlement institutionnel très clair. Et on avait, nous aussi, proposé des recours à des intervenants extérieurs, notamment Entraide SIDA, et même une intervention, une fois, des forces de l'ordre pour aborder plutôt tout ce qui était prise de risque sur Internet. Ça avait été très bien accueilli par les jeunes. Alors, dans les mesures préventives plus générales, la nécessité d'anticiper et d'accompagner les changements, limiter les mises en échec dans la mesure du possible, nécessité de travailler toujours en parallèle de la prise de conscience, la valorisation de l'estime de soi. Voilà. Le repérage de l'addiction, donc ça, je ne vais pas développer, mais vraiment, il faut avoir une évaluation assez proche, donc que personne ne remette en cause l'impact physique, l'impact cognitif, l'impact comportemental de ces addictions et la nécessité de croiser les regards absolument. Les principes de prise en charge, c'est vraiment un sevrage précoce, donc ça commence à l'IEM en tout cas par la lutte contre le tabac, pas installer le fait que, la normalisation, la banalisation du tabac. Ensuite, c'est vraiment proposer une approche globale et coordonnée sur un projet d'avenir, parce que c'est ça qui permet de tenir les jeunes. Libérer l'expression, je ne vais pas le détailler parce que ça va être fait plus tard. Trouver une activité alternative, source de plaisir et de valorisation. Développer à la fois l'activité physique adaptée et la stimulation cognitive. Amener vraiment aussi la réflexion sur la mesure de protection et bien sûr protéger aussi les autres usagers. Donc on n'a pas eu besoin de le faire pour Dylan, mais on a dû exclure temporairement certains autres jeunes. Alors les relais spécialisés extérieurs sont indispensables. La psychiatrie a vraiment développé une offre de soins très diversifiée pour ces troubles, que ce soit en hospitalisation ou en ambulatoire. Il y a des équipes de liaison en addictologie. Donc il faut vraiment se renseigner sur ce qu'ils proposent. Alors évidemment, il faut toujours proposer notre soutien sur l'expertise liée au handicap et sur les besoins en compensation au quotidien. Et bien sûr, effectuer un suivi régulier et à long terme. Voilà, je vous remercie.